Wesh YouTube, comment vas-tu? Moi, je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai déjà filmée hier, mais la lumière était tellement catastrophique que j'étais pas contente. Et je me suis dit, eh bien c'est pas grave, refilmons. Cette vidéo elle est un peu spéciale, je t'en avais déjà parlé ici. Je t'avais dit que j'avais bien envie de temps en temps, peut-être une fois par trimestre, tu vois, une fois par saison, de parler d'autre chose que de livres, en te présentant les trucs que j'ai préférés, autre que la littérature, ces derniers mois, etc. Étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était une bonne idée, je te retrouve aujourd'hui pour ça. On va faire cette première vidéo du genre pour voir si ça te plaît, etc. Où je vais te parler des choses que j'ai préférées en 2024, autre que la littérature. J'ai rangé ça un peu sous forme de catégories qui évolueront peut-être. On teste des choses, on n'est pas du tout dans une forme définitive. Enfin bon. On commence et je m'étais noté la catégorie film parce que clairement je me mens à moi-même. Je ne regarde que très peu de films. Mais quand je dis très peu, c'est que je pense que si en 2024 j'ai regardé 20 films, c'est le maximum absolu. Et parmi ces 20 films, il y en a certainement 10 qui sont des revisionnages. Et j'ai beaucoup plus de facilité à re-regarder des films qu'à en découvrir de nouveaux. D'autant plus que ma capacité de concentration face à un film, elle n'est pas hyper optimale. Autant lire pendant 2 heures, pas de problème. Rester devant un écran pendant 2 heures, je décroche, j'y arrive pas. Bref, on s'étale. J'en parle aussi parce que comme ça, c'est un peu une espèce de motivation pour 2025. Je veux voir plus de films parce que j'aime ça. Mais il y a un film qui a vraiment marqué mon année 2024. C'est le seul film que j'ai pu voir au cinéma. Là aussi, comment te dire que le cinéma, je n'y étais pas allée depuis 4-5 ans, je pense, parce que un très grand écran avec beaucoup de bruit, c'est difficilement gérable. Et ce film, j'ai pu aller le voir parce que il fait 1h40, ce qui est tout à fait raisonnable pour moi. C'est Beetlejuice de Tim Burton, évidemment. Est-ce que c'est le plus grand film que j'ai vu de ma vie? Non, mais il est dans cette liste. Déjà parce que pour moi, ce film, il était absolument à la hauteur de ce que j'en attendais. C'était du Tim Burton qui part dans tous les sens, qui n'a pas peur d'aller loin dans le bordel. Les musiques étaient cool. Il y a clairement pour moi par contre un perso qui sert à rien, mais le reste, j'étais contente de retrouver Lydia, j'étais contente de replonger dans cet univers qui a tellement marqué ma jeunesse. Beetlejuice, c'est vraiment dans mes films préférés de tous les temps. Donc voilà, j'étais obligée de t'en parler, d'autant plus que c'est la première fois que je suis retournée au cinéma depuis très longtemps et bah ça se note. Je regarde beaucoup plus de séries parce que pour le coup, après un épisode, je peux m'arrêter si j'en ai marre. Il y a des séries qui, je sais, vont me marquer, mais que j'ai commencé sur la fin d'année, donc je vais pas t'en parler ici. Je me suis dit que j'allais un peu te parler d'une série par saison. Et j'ai commencé l'année 2024 en découvrant une série juste exceptionnelle qui s'appelle Fleabag de Phoebe Waller-Bridge et quel coup de cœur. Je sais, presque tout le monde a vu Fleabag, comme d'habitude, je suis la dernière, mais j'ai absolument adoré cette série où on va suivre le quotidien d'une femme un peu particulière qui essaye de jongler entre son deuil, son petit business, ses relations avec la famille, avec les autres, et puis sa relation à elle-même tout simplement. Et pour être honnête avec toi, le premier épisode, ça n'a pas été un coup de cœur tout de suite, parce que l'humour du malaise, moi, ça passe ou ça casse, et là je me suis dit, ah là là, horrible, je vais être gênée tout le temps. Et en fait, c'est tellement bien fait. L'humour est tellement singulier, il est hyper efficace, il est parfois un peu grossier, à des moments très subtils. J'ai trouvé qu'il y avait une balance assez géniale dans Fleabag. Et alors, les personnages. Le casting est incroyable, les acteurs jouent tous tellement bien, les persos sont tellement bien écrits. C'est drôle, c'est touchant, j'ai chouiné. Bref, j'ai absolument adoré Fleabag. Et puis, le printemps est arrivé, et alors, je te parlais de Fleabag juste avant, je suis très compliquée pour ce qui est des séries humoristiques. Moi, c'est vraiment soit ça passe, soit ça ne passe, mais alors pas du tout. J'ai tenté The Office, ça ne fonctionne pas. J'ai tenté Friends, ça ne fonctionne pas. How I Met, ça ne fonctionne pas. Et moi, vraiment, les séries humoristiques que j'aime d'amour, c'est simple, il y en a 2. New Girl et Parks and Recreation, qui sont vraiment mes... Voilà. Et mon mec me dit, j'ai commencé une série, tu vas adorer, il faut que tu commences. C'est une série sur le foot. Comment te dire que moi, le foot... c'est pas que je n'aime pas ça, hein, ma foi, c'est sympathique, mais disons que ça manque un peu de moteur, ça fait pas assez vroom vroom à mon sens, donc j'étais pas hyper hypée, et je commence cette série qui s'appelle Ted Lasso, qui est écrite par Bill Lawrence et Jason Sudeikis, qui est l'histoire d'un coach de soccer américain qui se voit proposer un poste pour être l'entraîneur d'un club de foot
anglais. Je me lance dans cette série et là, révélation. Ted Lasso, ça s'est hissé avec mes 2 autres séries humoristiques préférées de tous les temps. C'est absolument génial, c'est drôle, c'est tellement sensible. Les personnages sont absolument géniaux, le casting est incroyable, l'écriture, l'humour, tout est parfait dans Ted Lasso. Et vraiment, c'est une série que de moi-même, je n'aurais jamais regardée parce que vraiment, truc sur le foot, juste ça m'aurait pas attiré et je serais passée à côté vraiment de quelque chose, quoi. Ensuite, c'est l'été. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des séries cet été? House of the Dragon, évidemment. J'ai regardé Game of Thrones pour la première fois l'an dernier. Enfin, pour la première fois. J'avais regardé la saison 1 au moins 4 fois et je n'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Pareil, mon amoureux m'a dit « Viens, on regarde Game of Thrones ». Donc moi, j'ai dit « Oui ». J'ai adoré, j'ai tout dévoré. La nouvelle saison de House of the Dragon est sortie cet été. Elle est donc basée bien sûr sur l'œuvre de George R.R. Martin et réalisée par Ryan J. Condal, je crois. On suit l'histoire de la maison Targaryen et de sa chute bien avant les événements de Game of Thrones. Bref, très grosse série à gros budget, hyper qualitative. C'est vraiment la série où t'attends chaque semaine l'épisode. Voilà, ça a marqué mon été, il fallait que j'en parle. Puis c'est l'automne, la période de mon cœur. On connaît mon amour pour le spooky, le frissonnant, tout ça. Et là, je découvre une autre série humoristique. Vraiment, moi qui n'aime pas ça, c'était pourtant mon année. Série dont, pour le coup, je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle What We Do in the Shadow, qui est à la base tiré d'un film qui est réalisé par Jemaine Clement, je sais pas comment on dit, pardon, qui est tourné à la façon d'un faux documentaire qui va suivre la vie de 4 colocs vampires et de leurs familiers, tout simplement, dans leur quotidien. C'est bien moins subtil hein, en termes d'humour que pour moi Ted Lasso ou Fleabag, même c'est moins subtil dans la construction, mais c'est hyper efficace sur moi. Tout ne me fait pas mourir de rire, mais les personnages sont cool, ils sont complètement décalés, tout est très sombre, la photographie est vraiment cool, l'ambiance est trop bien faite et ça se regarde juste hyper bien, c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là et c'est une excellente découverte pour moi. Et puis mon année entière avec les séries, elle a été marquée par une œuvre et l'une des plus grandes claques de ma vie. Et cette série, c'est Arcane, qui est coécrite par Alexis et Christian Lynx, évidemment avec Riot Games, qui est le développeur de League of Legends, le jeu à partir duquel a été créé Arcane, et c'est une série d'animation animée par Fortiche Productions, qui est un studio français. Je n'ai jamais joué à League of Legends, ce n'est que très récemment que je m'y intéresse un petit peu parce que bah, mon mec joue beaucoup et que du coup j'ai déjà regardé avec lui les Worlds, voilà, T1, Faker, tout ça. Puis moi je suis très bon public, hein. Tu me mets devant quelque chose et j'accroche assez rapidement. Mais bref, le lore de League of Legends ne me parle pas. Et je me lance dans cette série qui graphiquement m'attire beaucoup. Et alors là, c'est une révélation, je te dis, l'une des plus grosses claques de ma vie en termes de série, la plus grosse claque de ma vie en termes de série d'animation, ça c'est une évidence. Arcane, c'est l'histoire d'une fracture, de plusieurs fractures, déjà entre deux sœurs au sein d'une même famille, et puis une fracture sociale entre deux mondes, une fracture entre le bien et ses dérives et ce qu'on croit être le mal. Et déjà, avant de te parler des thèmes que je trouve particulièrement puissant, je suis obligée de te parler du visuel d'Arcane. Graphiquement, c'est une masterclass à mon sens, déjà parce que Fortiche Productions a réussi à mettre en place un univers et une identité graphique hyper forte, très singulière, très particulière à l'ambiance d'Arcane où on voit des images, on sait où on est, on sait de quoi on va parler parce que ouais, l'identité visuelle d'Arcane est hyper marquée. Et à côté de ça, il n'hésite pas à jouer avec différents styles graphiques. On a des moments où on a l'impression que ça va être dessiné au fusain, d'autres où on est beaucoup plus sur de l'encre avec des contrastes qui sont super forts, vraiment graphiques. Bah Mafia. Je te disais des contrastes graphiquement qui sont hyper marqués et qui fonctionnent tellement bien parce qu'ils viennent appuyer certains moments, certaines scènes, certaines idées. Ils permettent de scinder l'histoire de manière vraiment très puissante. Les musiques sont absolument folles, bien sûr, c'est un énorme point positif dans Arcane. La manière dont l'image se cale rythmiquement, la symbiose est parfaite. Et je te dis, pour moi, c'est une grande série. Les thèmes soulevés sont tellement puissants. On a tout un rapport, comme je t'ai dit, des grands écarts sociaux, de comment on se définit en fonction d'où on vient, ou ce à quoi ça nous rattache et quelles sont nos possibilités pour agir.
toute cette idée de bien et de mal, comme je t'ai dit, et de ce qu'on croit être le bien et de ce qu'on pense être le mal, les liens familiaux, les convictions et la puissance de celles-ci, leur importance, tu vois, ce qu'on veut être, ce qu'on a envie de diffuser et comment est-ce qu'on porte les choses. Et puis ensuite on part presque, je veux vraiment pas trop t'en dire, hein, mais dans quelque chose de presque philosophique, de presque métaphysique, sur l'idée du bien suprême et de ce qu'il entraîne. C'est tellement subtil, ça offre énormément de niveaux de lecture possibles. C'est une série que je vais prendre un plaisir monstre à revoir et revoir et revoir et que j'avais déjà envie de reprendre depuis le début à l'instant que je l'ai fini, pardon. C'est fou. C'est une des plus grandes claques de ma vie et j'étais obligée de te parler d'Arcane. Ensuite, tout autre sujet. Cette année, je me suis vachement remise à l'illustration et à l'aquarelle principalement. C'est quasi la seule peinture que je pratique encore. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ce sont des temps un peu comme la lecture que moi je trouve un petit peu méditatifs. Des temps de calme, d'expression, mais d'expression dans un silence qui fait du bien. Alors un silence... j'écoute de la musique, etc. mais un silence intérieur. Et bref, j'aime trop ça, donc je t'en parle vite fait parce que c'est aussi, comme pour les films, un petit Oriane, en 2025, on continue à peindre, s'il te plaît. Et donc je te dis aquarelle et pas mal d'illustrations que j'ai faites sur ma tablette. Voilà. Autre chose qui a marqué mon année, et alors marqué c'est le bon mot parce que je n'ai pas arrêté de jouer. Tous mes temps libres quasiment, je les ai passés à lire ou à jouer aux jeux de société. Il y en a plein dont je pourrais te parler, mais je me suis dit que je n'allais en évoquer que 2 pour ne pas trop m'étaler. Et alors je me suis posée devant ma ludothèque et je me suis dit bon, quels sont les 2 jeux qui ont marqué mon année? Il y en a un pour lequel ça a été une évidence absolue dont je te parle juste après. Et celui-ci, c'est pas celui sur lequel je me suis penchée tout d'abord. Et puis je me suis dit mais attends, ce jeu, tu l'as sorti avec plein de gens différents, des gens qui jouent plus ou moins. Et je me suis rendu compte que c'est un jeu qui se sort facilement, qui s'explique vite, qui se comprend vite, qui est très fluide, les parties sont courtes, elles permettent de s'enchaîner. Et il a fait l'unanimité sur les gens à qui, enfin du moins chez les gens que j'ai fait jouer. Et ce petit jeu, c'est Valbara, qui est écrit par Olivier Sipierre, édité chez Studio H, et illustré par, attends, parce que moi j'aime pas quand on me met pas les illustrateurs sur la boîte, illustré par Félix Donadio, Jocelyn Carme et Alexandre Reynaud. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus pour des parties, ils disent environ de 25 minutes, mais pour moi c'est moins, à 2 joueurs. Et moi c'est vraiment la configuration dans laquelle je l'ai beaucoup joué, on est sur des parties de 20 minutes quoi. Je vais essayer de vite fait de te parler des règles en sachant que c'est pas mon point fort de raconter un jeu de société, je pense. On est sur un jeu de collection et de gestion de main où notre but va être de collectionner un maximum de territoires dans notre domaine, en sachant qu'à chaque fois qu'on fait rentrer un territoire dans notre domaine, celui-ci nous fait marquer des points qu'on accumule face cachée et qu'on ne révélera et donc qu'on ne découvrira qu'en fin de partie. Pour récupérer ces 10 territoires, nous allons avoir chacun en main exactement les mêmes cartes. On a tous une famille de 12 personnages qui ont chacun une action qu'on va donc effectuer à chaque tour et surtout un chiffre. Ils sont numérotés de 1 à 12. On mélange notre petite famille de cartes, on n'en prend que 5 en main. À chaque tour, on jouera donc un personnage et on en piochera un nouveau. Et le déroulé d'une manche, c'est très simple, on a nos 5 personnages en main et on va choisir le perso qu'on va jouer. Chaque joueur présente face cachée son personnage qu'on retourne. Le personnage qui a la valeur d'initiative la plus faible est le premier à choisir. C'est-à-dire, si moi j'ai joué un 2 et toi un 4, c'est moi qui commence et qui sélectionne en premier mon territoire. Ce qui est très intelligent, c'est que les pouvoirs face aux valeurs des personnages sont, je trouve, plutôt bien équilibrés. Et qu'en plus, à chaque tour, on voit les territoires en jeu et on voit les territoires qui seront en jeu à la manche prochaine. Donc on peut prévoir un petit peu le coup à l'avance. C'est efficace, c'est rapide, c'est simple à comprendre. Je te dis, en une partie, c'est bon, on a compris le principe du jeu et on le joue facilement. Et d'autant plus, c'est un jeu qui coûte genre entre 16 et 17 €. Oui, voilà, Valbara, très très bon jeu. Et le jeu de mon année, j'ai fait, alors franchement, je pense, plus d'une centaine de parties. Il a d'ailleurs été annoncé parmi les nominés pour l'As d'Or dans la catégorie, je crois, initié. Pour moi, c'était une évidence, hein, qu'il soit du moins dans les nominés. C'est évidemment Harmonies, qui est un jeu de Johan Benvenuto, édité chez Libellude, et qui est magnifiquement illustré par Maeva da Silva. Harmonies, c'est un petit bonbon. C'est un jeu ici 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu où on va chacun avoir notre petit plateau personnel, avec un plateau central, un peu à la Azul, où il y a à chaque fois 3 petites pièces de bois disponibles. On va choisir
un des emplacements qu'on va ajouter à notre jeu. Et le but va être de construire des environnements pour pouvoir faire venir des petits animaux. On a donc des cartes avec des formes qu'on doit reproduire sur notre tableau personnel un nombre de fois précis pour marquer plus ou moins de points. Et ensuite, on peut prendre plusieurs cartes à la fois, essayer de comboter, voir comment agencer au mieux les formes pour marquer le plus de points. J'adore la mécanique de ce jeu, j'aime beaucoup le côté jeu un peu personnel où on n'est pas dans l'interaction. Alors si t'aimes bien les jeux justement avec plein d'interactions où tu vas embêter l'autre, vraiment Harmonie c'est pas du tout un jeu pour toi. Mais ce jeu, il est hyper beau. Il est très peu frustrant, moi je trouve. Pour autant, il y a beaucoup de profondeur, je trouve, de réflexion. Visuellement, c'est très satisfaisant de voir émerger ton petit écosystème. C'est beau, le matériel est beau, les cartes sont belles, c'est un plaisir. Pour moi, Harmonie, c'est une très grande réussite et je suis pas la seule à le penser parce que, voilà, hein, il est nominé à l'As d'Or. Oui, on s'en doutait, c'est une très très belle réussite de cette année. Et moi, c'est un jeu qui est rentré dans mes coups de cœur absolus. J'adore Harmonies. Pour finir cette vidéo un petit peu chaotique, vraiment c'est le thème de cette chaîne, hein. J'avais envie qu'on parle rapidement de musique. Ça va être un peu frustrant, je trouve, parce que sur YouTube, on ne peut pas mettre d'extrait. Mais j'avais envie de me baser un peu sur mon top Spotify, tu sais, de l'année pour te parler des artistes qui ont vraiment marqué mon année musicale. Et ensuite, je me suis dit, on va finir cette vidéo où je vais te présenter je crois que j'ai mis entre 10 et 15 morceaux qui vont constituer un peu la playlist de mon année que tu pourras aller écouter s'il t'intrigue ou non. Mais je me suis dit que ce serait un peu marrant de voir ça, de voir ce que j'écoute et ce qui vraiment marque une année de musique chez moi. C'est peut-être pas marrant du tout d'ailleurs, marrant c'est clairement pas le bon mot, hein. Personne se fend la poire en disant excellent. Bref, dans mes top artistes Spotify cette année, il n'y avait pas Queen ni Supertramp, mais il y avait Toto, qui est donc un vieux groupe de rock. Maintenant c'est vraiment ma cam, ça varie d'une année à l'autre, je te dis, un coup c'est Scorpion, un coup c'est Queen, un coup c'est Supertramp. Cette année c'est Toto dans mon top, ils sont tous dans mon cœur, mais Toto est dans mon top. On a également Eminem, voilà, qui systématiquement se glisse dans mon top artiste. Ça n'a pas du tout été une surprise pour moi, on est très fan d'Eminem ici. Cette année, il y avait SCH aussi, je suis une grande auditrice d'SCH, d'autant plus que cette année il a sorti 2 projets, donc évidemment j'ai beaucoup écouté. Dans mon top, il y a bien sûr Bébé Jacques, dont j'ai découvert le travail il y a quelques années et je suis juste absolument fan de ce qu'il propose. Je trouve qu'on est sur des projets qui dans l'ensemble sont quand même pas mal aboutis. Visuellement c'est hyper cohérent, c'est fort, ça fonctionne. Tout son univers est bien pensé, son personnage est bien pensé. Et puis juste moi, il me parle. J'aime ce côté un peu off-beat mais hyper assumé. J'aime le fait qu'on n'ait pas peur de découper le texte, pas comme on l'attendrait. Bébé Jacques, oui, un énorme oui pour moi. Et l'un des artistes de mon top, c'est aussi Yom. Vraiment rien à voir, hein, tu vas voir, on est sur du rien à voir. Que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans et que j'ai saigné à la mort. Yom, c'est un clarinettiste qui mélange énormément de genres. Il y a des grosses inspirations autour du klezmer, ça c'est évident. Et on a des morceaux, et du moins des albums entiers qui vont se construire presque comme des ballades un peu mélancoliques avec un truc, du moins une construction assez classique. Et à côté de ça, il y a des albums où toujours on est sur une base vraiment de klezmer, mais où on va venir ajouter des sonorités hyper rock, voire parfois un peu punk dans le côté un peu sale de l'enregistrement. Je trouve que c'est un artiste absolument génial. Et il y a quelque chose dans sa musique de très envoûtant, de très planant, qui, moi, me fascine complètement. C'est pas une surprise que Yom ait été dans mon top artiste de cette année parce que j'adore absolument ce qu'il fait. Et pour finir cette vidéo, je t'ai dit, on va faire la playlist de mon année en quelques titres que malheureusement, encore une fois, je ne pourrais pas te faire écouter. C'est bien dommage parce qu'on se serait bien plus amusé. Je te pose quand même les titres qui ont marqué mon année et ensuite tu en fais ce que tu veux. On a parlé de Toto dans mon top artiste et clairement, leur musique Hold the Line, je l'ai écouté, mais jusqu'à la muerte. Je l'écoutais en boucle, et vraiment c'était terrifiant, je n'écoutais que ça. Ça m'a fait exactement la même chose avec Radio Video de System of a Down, je suis une grosse fan du groupe System of a Down. Et alors ce morceau m'a retourné le crâne, je l'écoute encore, je pense, au moins 4-5 fois par semaine. Évidemment, Rainbow de Bébé Jacques, de son dernier projet. Rainbow, clairement en intraveineuse pendant toute l'année. J'ai énormément écouté Me and the Devil de Soap and Skin. Pareil, je vais le dire à chaque fois, je les ai écoutées en boucle, c'est vraiment les musiques que j'ai écoutées en boucle, en boucle, en boucle. J'ai eu un gros moment nostalgie de mes années emo, comment te dire que My Chemical Romance, Blink-182 et tous ces groupes, ils sont passés non-stop et j'ai fait écouter à mon mec Last Resort de Papa Roach.
pareil, qu'on a mais tellement saigné. J'écoute énormément de classiques. J'ai retrouvé un morceau que j'aimais tellement enfant, qui est La Mascarade de Khachaturian, que j'ai mais tellement écouté, mais à tel point qu'à un moment j'en riais parce que dans mes rêves, la BO c'était Khachaturian. Soit celle-là, soit la danse du sabre, mais vraiment mon cerveau vivait Khachaturian. Étant donné que Arcane a été la série de mon année, Enemy de Imagine Dragons, qui est le générique de cette série, a été dans mes oreilles non-stop, tout comme dernièrement ma meilleure amie de Stromae et Pomme, qui est aussi dans la série Arcane et qui est une petite pépite. J'ai tapé mes meilleurs moves en faisant mon ménage sur Escapism de 070 Shake et Ray, j'adore 070 Shake. 10h du mat, qui est un son qui est sorti sur le premier album de Ben PLG en featuring avec Niro. Si mon frère regarde cette vidéo, regarde, j'ai mis Niro dans ma playlist de l'année. Je suis une grande fan de blues et cette année j'ai découvert un son de Colter Wall qui s'appelle The Devil Wears a Suit and a Tie. Et ce son pépite, vraiment la voix de Colter Wall est absolument incroyable et ce son c'est juste un plaisir absolu pour mes oreilles. Et pour finir sur cette playlist qui n'a aucun sens, j'adore le R&B / la pop des années 2000 et cette année j'ai saigné Like a Boy de Ciara. Et puis Ciara quoi, reine. Tu as donc la playlist des sons que j'ai le plus écouté en boucle. J'en ai oublié mais je pouvais évidemment pas te balancer 30 sons d'affilée, juste moi qui énumère plein de musique, ça n'a pas de sens. Au moins tu vois un peu dans quoi je baigne et on va conclure là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu, hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Enfin, si c'est le genre de vidéo que t'aimerais bien voir de temps en temps sur la chaîne, alors je te dis, moi mon idée initiale c'était d'en faire 4 par an. J'espère que t'as apprécié ce moment en ma compagnie, j'espère que t'as pu découvrir peut-être des choses. Hésite pas à me dire, toi, le film, la série, le jeu de société s'il y en a et la musique qui a marqué ton année. Vraiment, je serais trop curieuse de te lire là-dessus. Je prendrais beaucoup de plaisir en plus à regarder ou écouter de nouvelles choses. J'adore ça, donc n'hésite pas à me faire toi ta petite liste des favoris comme ça. J'espère vraiment que ça t'a plu et que tu as passé un bon moment avec moi et moi je te retrouve la semaine prochaine. Et comme d'habitude, prends bien soin de toi.